Bonjour et bienvenue dans On va semer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui sèment leurs idées pour que l'agriculture d'aujourd'hui et de demain soit toujours plus innovante. Aujourd'hui, on reçoit un chef au parcours atypique, guidé par l'audace. Il est passé de l'univers de la tech à la Silicon Valley avant de rentrer à Paris pour se mettre au fourneau. Grégory Cohen défend aujourd'hui un engagement fort pour le produit, les filières françaises et le bien manger. Avec lui, on va donc parler cuisine, agriculture, mais aussi innovation. Bonjour Grégory Cohen. Bonjour, c'est bien ça comme intro. C'est pas mal. Mais ouais, je Allez. m'attendais à avoir du Gilbert Montagnier avec On va s'aimer, non? Alors si tu veux, on le chante à la fin, on l'a fait hier avec Oui, Édouard c'est possible. Bergeon, le Oui. réalisateur, Ouais, qui a poussé la chansonnette à la fin, on peut ok, faire ça aussi. moi j'aime bien. Ça devient un gimmick. C'est pas mal, je prends. Je suis aussi évidemment ravie de retrouver Antoine Poupard, qui est président fondateur d'ATK, avec qui j'anime ce podcast. Salut Claire, Antoine. salut Greg. Là je suis impressionné parce que je connais Antoine, mais Antoine président fondateur, là ça claque de Pas ouf. mal, ça Waouh, claque, hein. waouh, Ça waouh, pose le décor. Ah ouais, le mec est baqué à donf, hein. Comme jamais. Ah comme jamais. C'est la signature. When you hear the rhythm, start to move. Grégory, Oui. avant de mener ce parcours fou, on l'a compris, on va y revenir plus en détail. Tu as grandi dans le restaurant familial, le Galenvert. Ouais. C'est bien ça. À Paris, tu étais même en cuisine à aider ton père, chef lui aussi dès l'âge de 13 ans. Est-ce que tu peux nous raconter le moment où tu as compris l'importance du produit issu de la terre, de cette matière première que tu allais travailler? Alors déjà, c'est un vrai... comment dire? C'est démarré à l'âge de 13 ans, c'est jeune, mais c'était naturel. Et je crois que c'est un point commun avec beaucoup d'agriculteurs. Quand tu es proche de tes parents, tu travailles avec tes parents, c'est naturel et c'est normal. Donc moi, j'ai démarré tôt dans le restaurant de mon père, le Galenvert. Mon père n'était pas en cuisine. Et donc du coup j'étais avec le chef qui s'appelait Pascal Daguet, qui était un très grand chef, il mesurait un peu plus de 2 mètres. Et moi j'étais un tout petit bonhomme de 1m40. Et quand il rajoutait sa toque, autant te dire que c'était très impressionnant. Et c'était dans les années 80. Et il y avait en fait dans les années 80 une énorme révolution avec un clash énorme, avec d'un côté la folie de tout ce qui venait d'ailleurs, et principalement des États-Unis. Et puis de l'autre côté, la révolution où on passait d'une cuisine naturelle, normale, ancienne, mijotée, à une cuisine nouvelle qui était donc axée sur le produit, absolument. Donc on évitait le mijotage pour donner la part belle au produit, le sublimer ou en tout cas le présenter dans sa naturalité la plus essentielle. Tu observais déjà l'évolution du métier de chef, en fait, au Oui, plus jeune âge. oui. Moi, j'ai toujours essayé d'être curieux j'ai toujours, parce que je suis de la génération télévision, j'ai toujours assisté et j'ai toujours vécu ma vie comme si j'étais en train de regarder un programme télévisé. Et du coup, tous les acteurs qui sont autour me fascinent. Et je me dis, waouh, j'ai la chance d'être là. Et donc les parcours des uns, des autres, ou alors le savoir-faire des uns et des autres m'interpelle toujours et m'émerveille. Aujourd'hui, tu es devenu une figure incontournable du bien manger en France. Selon toi, être chef, et on rebondit justement sur ce que tu viens de nous dire, ce n'est plus simplement cuisiner, c'est être un acteur du système alimentaire à part entière, avoir une responsabilité sociétale même. D'où elle te vient vraiment cette conviction? Est-ce que c'est justement le petit Grégory en cuisine qui l'observait déjà, ou j'imagine que ton parcours par la suite t'a aussi donné d'autres graines pour l'appréhender? Alors, je suis un des petits maillons des personnes qui essaient de faire avancer la question du bien manger et des bons produits et du respect sociétal et environnemental. Mais le sociétal rentre dans l'environnemental impérativement. La réflexion autour du produit
elle m'est venue depuis toujours, en fait, toujours de la même façon. Ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on va le produire, qu'est-ce qu'on va produire, qui est derrière cette production. Et on se rend compte que quand tu commences à retravailler ça, tu reviens sur une base de réel, sur une base d'essentiel. Et je trouve qu'on s'est emballé à plein de niveaux sur ces dernières années, en opposant les genres entre le bio, l'agriculture traditionnelle ou conventionnelle, où on a opposé certains producteurs avec d'autres producteurs, où on a fait rêver en se disant qu'on allait partir sur une souveraineté alimentaire et que tout le monde a imaginé ce qu'il voulait dans ce terme souveraineté alimentaire en se disant c'est génial, ça veut dire qu'on est dans un pays qui nous permettrait réellement d'avoir cette souveraineté alimentaire / autonomie alimentaire. Parce que c'est ça qu'on fantasmait quand on disait la souveraineté alimentaire. Moi, j'ai été un des chefs qui a co-signé, on n'était que 2 chefs, le rapport sur la souveraineté alimentaire. Et on avait un espoir dingue qui était de dire, parce qu'on a un territoire qui est fou, on a un territoire, la France, qui est exceptionnel, on a des régions qui sont absolument dingues, on a un océan, on a une mer, on a la capacité de pouvoir produire pratiquement tout, avec des grosses capacités. Et on s'est dit, c'est génial, on va pouvoir agir et redonner la part belle aux producteurs, aux agriculteurs. Et voilà. Et alors, Greg, d'ailleurs, à ce sujet-là, tu passes de la parole aux actes parce que tu produis toi-même une partie de ton sourcing qui finit dans tes restaurants. Oui. Donc ça te permet de te confronter à la réalité, alors pas du métier en tant que tel, mais en tout cas de la pratique agricole. Est-ce que derrière, t'en tires des conséquences dans ton sourcing, ta relation avec les producteurs qui te fournissent? Toi, est-ce que ça t'apprend des choses que derrière tu transcris dans ta relation commerciale, parce qu'on parle aussi d'entrepreneuriat ici, dans ta relation commerciale avec tes fournisseurs, le fait de t'essayer toi-même à la production chez toi? Ça veut dire que y a un potager, il y a un maraîcher. Oui. C'est plus gros qu'un potager. C'est énorme. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, je reviens un tout petit peu en arrière pour ça. J'ai 14-15 ans. Je veux arrêter d'aller à l'école. Et la seule chose que je trouve pour arrêter d'aller à l'école, c'est de dire que je suis malade. Et du coup, je monte une combine absolue pour avoir 42 fièvres pendant 3 semaines d'affilée. Et au bout d'un moment, ayant épuisé tous les docteurs, ma grand-mère vient et dit « Bon, ça suffit, il va aller chez sa tante ». Ma tante est agricultrice, elle a un élevage de lapins et de lièvres, et elle est du côté dans le Périgord, pas très loin de Périgueux. Et donc je débarque là-bas, et moi je me dis je vais être en vacances tranquille, quoi. Je veux dire, je vais plus être à l'école, je vais être en vacances. Sauf que là, c'est réveil à 5 du mat, c'est la réalité du vrai travail. Vraiment, finalement, l'école, c'était cool. Oui, on faisait les marchés, donc du coup, on devait s'occuper des lapins et des lièvres, leur enlever le pyjama, et donc, t'es là-dedans, on devait faire les récoltes, on faisait le foin, on faisait bref, tout ça. Donc, tu apprends vraiment une réalité qui est complètement différente, qui est la réalité du travail. Et du coup, cette valeur travail, pour ça, pour moi, le sociétal est essentiel. Et que c'est pas que lié à un impact environnemental, mais le sociétal est essentiel. Cette valeur travail, elle doit impérativement être récompensée. Et dans le monde de l'agriculture aussi. Alors, Antoine, il le sait parce qu'il est venu déjà. Il a eu cette chance. J'ai une petite ferme en Normandie. Et donc, on fait notre miel. On a toutes nos herbes aromatiques, on a notre verger, c'est pas très grand, hein, ça fait 3 hectares, et on a notre potager aussi. C'est absolument dingue quand tu es là, et je fais venir des potes à moi chefs, au moment de l'explosion de saveur de la tomate par exemple. Et je vais cueillir une tomate et lui dire tiens goûte là. Et le type va me dire mais incroyable quoi, j'ai jamais mangé de tomate. J'ai dit si, tu peux manger des tomates parce qu'il faut que tu ailles voir le bon producteur qui va te produire ça. Mais si tu fais une tomate d'importation
qui a passé X temps dans une zone réfrigérée pour venir et qui a été cueilli, où on l'a blindé en eau, mais on n'a pas laissé le soleil s'exprimer et lui donner tout le sucre nécessaire, bah, tu vas te retrouver avec un produit qui, c'était un truc, ça s'appelait le Canada Dry, je ne sais pas si vous savez, ça ressemble à de l'alcool, mais c'est pas de l'alcool. Bah non, prends de l'alcool si tu as envie de boire de l'alcool en fait, en vrai. Donc si tu veux une tomate, c'est pas parce que ça ressemble à une tomate. Oui, donc il faut que tu connaisses, il faut que tu saches qui produit, comment il produit, où il produit et à quel moment il produit. Une fois que tu sais ça, ça va. change quelque chose. Oui, ça change tout. Et après, dans les idées aussi que tu défends. Et moi, je discute avec les producteurs, c'est-à-dire que je vais travailler. Moi, je suis un petit alchimiste à qui on donne de la matière première. Et cette matière première brute, je vais la transformer en quelque chose qui va sortir de mon imagination. Mais en réalité, le gars qui fait tout, c'est celui qui va m'amener cette matière brute. Et même parfois, et souvent, on va se poser et on va se dire, ok, ça tu le ferais comment ? Bah ça, moi j'aime bien. Et puis on va dire, tiens, ce côté, il a un petit goût artichaut, il a ce côté âpre derrière. Comment est-ce que je peux le faire pour le travailler différemment ? Ah ben tiens, je vais rôtir mon pané avec un beurre noisette, mais je vais rajouter une pointe de vanille dedans qui va me casser c'est le côté âpre ou l'amertume que je pourrais avoir. Je vais travailler de la même façon des produits. Chez les chefs, on est très fort. Il y a un produit qui s'appelle le topinambour. Oui. Topinambour, ça a été le produit maudit parce que c'est le produit qui est le produit issu de la disette et des guerres. Première guerre mondiale, on bat les Allemands, on leur pique toute leur culture et on les laisse manger des légumes racines. Donc ils bouffent du topinambour à gogo. Seconde guerre mondiale, c'est l'inverse. Et nous, on se retrouve à bouffer du topinambour. Du coup, on a gardé ce côté, topinambour égale, c'est moche, c'est un produit racine, c'est de la disette. Sauf qu'on peut pimper tout ça. Sauf que le chef n'est pas con. Et le chef a dit que ça ne s'appelait plus un topinambour, mais ça s'appelait un artichaut de Jérusalem. Et là, ça change tout. Et là, ça change tout. Et en plus, quand tu connais l'histoire de ce produit-là, qui est juste oufissime, ce produit-là, au départ, il s'appelle poire de terre. Ouais. Il est ramené par un explorateur qui revient du Canada et qui présentait ça, tout ça devant Louis XIV. Et puis, donc devant le roi, on présentait plein de choses qu'on ramenait de partout. Chocolat, machin, etc. Et à ce moment-là, devant les journalistes, il y a un autre explorateur qui présente une tribu d'Amazonie qui s'appelle les Topinahou. Les journalistes d'à côté qui avaient peut-être dégusté du rhum avant, on ne sait pas trop. Il n'était pas très en forme et il a marqué topinambour pour ce machin. Et l'Italien a compris que c'était l'artichaut de Jérusalem. Ah ouais, ils étaient tous très forts. On aurait dû démarrer par la rubrique « Le saviez-vous » Le saviez-vous ? Eh bien maintenant on le sait. Voilà. Tu es donc un chef qui met vraiment les mains dans la terre, qui produit lui-même ses propres légumes et qui a aussi un élevage aujourd'hui ou pas ? Non, j'ai pas d'élevage aujourd'hui. J'ai voulu à un moment partir sur une plantation de cacao, donc loin, et puis explosion du cours du cacao, etc. Donc je me suis remis dans le rhum. Et je ramène, c'est un rhum qui est transformé avec du poivre, avec de la vanille, avec du cacao ou avec du café. Mais tu n'en négliges pas pour autant le rapport avec d'autres producteurs et justement en 2024 tu lances un tout nouveau concept, un food market appelé One Place, 300 couverts, 2600 mètres carrés où sont réunis 5 concepts de restaurants de cuisine du monde et tout ça en plein cœur du plus grand marché de produits frais au monde, rien que ça, Rungis. Ouais. Ça c'est quand même un choix très fort et symbolique pour ancrer justement cette envie, cette volonté d'être au plus près d'un circuit court. On est juste en face de Rungis. Ouais. Et du coup, on a évidemment tous nos producteurs qui sont à Rungis. Mais on a aussi d'autres producteurs qui privilégient les circuits et la juste rémunération comme Métro. Avec Cuisinons Français. Et donc, on a mélangé un petit peu tout ça. J'ai créé ce food market où
ou se food court, enfin on l'appelle comme on veut, ça dépend des modes. Il y a 5 concepts de restauration et surtout ce qu'on fait, c'est qu'on fait tout maison. Oui, c'est ça, tout est fait sur place. Sur place. Et quand je dis tout, c'est tout. C'est-à-dire qu'on va faire notre ketchup, on va faire notre moutarde, on va faire nos mélanges d'épices, on va faire nos mélanges de viande, on va faire notre saumon fumé, on va faire notre pastrami, on va faire nos pains. Et du coup, on a intégré tout ça. Et c'est un vrai projet qui permet de transmettre aussi mon savoir à l'ensemble de l'équipe. On est une vingtaine de personnes en cuisine. Et donc on prend et c'est des personnes complètement diverses à qui on va transmettre ce savoir-faire et les faire grandir. Et chacun va après apprendre les cuisines de partout. C'est aussi à plus grande échelle l'occasion de dire c'est possible. Ouais, on voit là que au-delà de ton métier de chef, J'avais pas vu, t'étais là en fait. t'es surtout un super entrepreneur, parce qu'il y a toujours plein d'idées, des idées ambitieuses et que tu mènes parfois de front. Et donc ça me faisait penser à quelque chose dont on a discuté à ce micro, mais qui est le regard de la société sur des métiers perçus comme traditionnels, mais qui sont en fait devenus des vrais entrepreneurs. Les agriculteurs sont des vrais entrepreneurs. Donc on a discuté du regard de la société là-dessus. Est-ce qu'ils le comprenaient? Est-ce qu'il essaie les agriculteurs d'avoir tous les moyens de gérer une entreprise comme elle doit l'être? Et est-ce que toi tu vois ça aussi cette évolution dans le métier de la gastronomie en général, que maintenant les chefs sont des vrais entrepreneurs? Est-ce qu'ils sont perçus comme ça ou pas encore? Est-ce qu'il faut encore faire de la pédagogie et avoir des rôles modèles qui montrent que aussi être chef c'est être un patron, un entrepreneur? Enfin voilà, est-ce que tu vois la même chose dans l'agriculture que ce qu'on peut voir dans la cuisine sur cet imaginaire collectif qui a besoin d'être un peu rénové, quoi? Oui, ouais, c'est une question qui est large parce que tu as tu as un guide qui va remettre des étoiles et ce guide remet des étoiles non pas au chef mais il remet des étoiles à l'établissement. C'est-à-dire qu'en fait, il va récompenser l'entrepreneur qui a pris le risque de créer. Alors on peut considérer que certains peuvent considérer que c'est pas normal, c'est le chef qui fait la cuisine, mais d'un autre côté, il y a peu de chefs, il y en a quelques-uns, mais il y en a peu de chefs entrepreneurs, de chefs patrons. En revanche, des agriculteurs entrepreneurs, c'est une évidence. Et donc c'est là où tu as un décalage un petit peu. Et puis il y a aussi un décalage, à mon sens, qu'il faudrait améliorer pour que les chefs, on leur apprenne. En fait, tout a changé. Et c'est les générations nouvelles qui nous ont mis un coup en pleine tête. Souvent on les critique en disant « Ah bah ouais mais bon, regarde ceux qui vont nous succéder, c'est compliqué, etc. » Mais ils sont arrivés avec quelque chose qui est un mot qu'on avait oublié, qui est un mot qui veut dire le sens. En fait, ils ne veulent plus travailler pour une société pour travailler pour une société. Ils veulent qu'il y ait du sens à leur action. Okay. Et en réalité, si tu intègres ça, tu te rends compte que ça rentre dans la logique du sociétal et de l'environnemental et donc du produit. Il faut que ce produit soit produit par quelqu'un. Cette personne, très souvent maintenant, nous en tant que chef, on l'a vu depuis quelques années, on sort de la cuisine pour aller en salle. Et on va expliquer aux gens. Donner du sens. Et on donne du sens au produit. Ce sens qu'on donne au produit, il va te permettre de rencontrer le producteur. Qui c'est ce producteur? D'où il vient? Depuis combien de temps il fait ça? Où il le fait? Et qu'est-ce que c'est que le produit ensuite qu'on va manger? Je vous assure que pour l'avoir fait, donc j'ai 5 concepts en bas et j'ai à l'étage un gastro qui s'appelle Temporalité. Et pour l'avoir fait déjà plusieurs fois dans mes restaurants, sortir, expliquer le produit avant même que le client ne le mange, d'un seul coup, l'éveil du client est complètement différent sur le produit et ça change le goût du produit. Donc ça, c'est un truc qu'il faut intégrer, remettre dans les CFA, remettre dans la formation. Qu'est-ce que c'est que le produit? Qu'est-ce que c'est que le produit? L'expliquer. Oui, il y a des produits qui sont pas nés tels quels. Il y a des produits qui sont bruts à un moment et qu'on a transformés. Mais quand le chef va utiliser un produit, je te prends un exemple. Tous les produits typiques, par exemple le pois chiche. Le pois chiche aujourd'hui, tu as 80%, même 90%, et le chiffre je l'invente, mais quand un chef va l'acheter en bocaux ou en conserve. Ça veut dire qu'il va acheter un produit qui a été réhydraté et cuit.
À partir de là, il va pouvoir le transformer. Mais commencer avant et dire regarde ce produit-là, la cannelle. La cannelle, c'est une écorce d'arbre. Cette écorce d'arbre, aujourd'hui, on a l'habitude d'acheter de la cannelle en espèce de rouleau très 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 fin. Okay, et c'est très fin pour une raison qui est simple, on n'a pas laissé le temps à l'arbre de cicatriser. C'est une aberration. On n'a pas laissé le temps au produit d'arriver à maturité. Aller jusqu'au bout Oui. de son process. Et donc, tu vas retrouver ça dans d'autres pays, dans d'autres cultures, où tu vas avoir des cannelles qui vont être épaisses comme ça. Et en réalité, en termes organoleptiques, en termes de goût, tu vas à peine râper, mais faire 2 petites râpes de ce produit-là qui va correspondre à 10 râpes de l'autre produit. Et quand on va t'opposer le rapport quantité-prix, tu vas dire ça n'a pas de sens. Sur le produit brut, le rapport quantité-prix, il est à l'avantage de la petite bidule, mais sur l'exploitation en grammage que tu vas mettre en tant que chef, il est en faveur du vrai produit arrivé à maturité. Ce que je constate, c'est que le chef est un passeur de saveurs, mais aussi d'histoire. Et aussi donc un chef d'entreprise, tu le disais. Et nous, dans On va semer, on veut aussi comprendre dans les parcours professionnels, les moments qui ont été marquants, qui ont été décisifs, qui ont marqué un avant-après. Je le disais tout à l'heure, tu as eu une vie folle, tu es passé par la tech, le monde du marketing digital pour Apple. Il y a également eu une phase de transmission où tu as été enseignant. Tu es arrivé ou revenu en tout cas aux cuisines pour retrouver la passion familiale des débuts. Quelle est la décision dans ton parcours qui a tout changé ? La cuisine... j'ai fait ma crise d'ado à 23 ans. Donc à 13 ans, je commence la cuisine. 23 ans, je fais mon service militaire. Et je me rends compte qu'il y a une vie en dehors de la cuisine et de l'école. Et du coup, je devais revenir et faire le compagnonnage. Et à 23 ans, je reviens, je fais ma crise d'ado et je dis bah non, je m'en vais. C'est plus ça. C'est plus ça. Je pars faire le tour du monde et puis après, je me fais... embarqué par cette vie folle qui m'amène à tel endroit, telle rencontre. L'aventure. Et oui. Et donc tout ça m'a amené à faire le parcours dont tu viens de parler. Et puis un échec, mon premier divorce. Donc le gars est expérimenté sur les divorces maintenant, je suis à mon 2e divorce. Mais c'est bien, on en tire aussi des leçons de vie. Ne me demande pas de conseils marital ou... C'est pas possible, ça marche pas. Je sais faire des enfants, j'en ai 4, mais ça, je le sais. reste, je sais pas. Mais c'est aventure de vie. Aventure de vie, premier divorce, garde partagée de mes enfants, je pars vivre à la campagne et j'ai mes enfants tous les week-ends. Donc du vendredi au dimanche soir ou au lundi. Et donc je me remets à cuisiner. Avec eux. Et pour eux. Et donc je me remets à cuisiner avec le vrai sens, en réalité sans le savoir, de la cuisine. Et celle qui va devenir ma seconde ex-femme me pousse à repartir dans la cuisine. Et je remonte un premier restaurant, après un food truck, après des pâtisseries. Après, j'ai la chance de faire un peu de télé, qui m'ouvre du consulting. Après, j'ai la chance de faire de la radio, qui me renforce sur le consulting et qui me permet de pouvoir avoir une parole qui a plus d'audition que d'autres. Et du coup, avec ça, je me dis qu'il faut que je sois le porte-parole de ceux qui n'ont pas cette parole-là. Et donc, de véhiculer ça au maximum. Alors justement, si on parle de porte-parole... Yes. Il y a une autre mission. On a une rubrique qui, à mon avis, te va à ravir, parce qu'on voit que tu as envie de passer des idées et d'avoir un impact sur le monde qui t'entoure. C'est là où on chante ou pas ? Pas encore. Mais si demain, là, on est sur l'agriculture, on est dans des temps politiques un peu troublés, et donc demain, tu es nommé ministre de l'Agriculture, quelles seraient là où les 2 premières mesures que tu prendrais qui tiennent vraiment à cœur pour faire évoluer positivement. Tu veux dire qu'on met ministre de l'Agriculture à peu près n'importe qui ? C'est ça que tu sous-entends en fait. On choisit quand même à qui on pas, propose. T'es bien dans la merde là. Alors premier conseiller du ministre de l'Agriculture. Okay. Allez, on accepte. Okay.
Alors, écoute, moi je pense qu'il faut valoriser, créer une sorte de fonds de commerce pour un agriculteur. Pour que quand il termine, quand il recède, il puisse repartir avec de l'argent. Il a travaillé toute sa vie sur des terres, il a travaillé à une exploitation, il a travaillé à développer. À la fin, il devrait en tirer les bénéfices. Comme sur un restaurant, tu as un fonds de commerce. Au même titre que tu as un fonds de commerce quand tu l'achètes, tu as un fonds de commerce quand tu le ressors. Tu développes le chiffre, tu développes l'activité. Et ça permettrait, à mon sens, de pouvoir aussi donner une perspective d'avenir valorisée aux jeunes qui voudraient reprendre ou qui voudraient se lancer dessus. Il faut qu'il y ait un accompagnement évidemment des banques et des financements, mais il faut absolument qu'on puisse réussir à valoriser le travail d'une vie et faire en sorte que... Alors, c'est une de mes mesures, ça se trouve, on va dire, hey, quand même on fout le gars, c'est quand même con, mais je trouve que non, au contraire, ça pourrait être quelque chose qui serait opérationnellement concret et qui permettrait de re-rendre ce travail attractif et sexy. Merci pour cette graine semée. On en veut encore une dernière, placée sous le signe de l'innovation, parce que c'est ça la mission de On va semer. Si on te demande une idée, une innovation, un outil, une mesure que tu as constatée, observée ces derniers temps, qui nous donne de l'espoir pour l'avenir de l'agriculture, qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager ou de nous faire découvrir ? Il y a deux choses qu'on oppose aujourd'hui, c'est l'innovation technologique, avec par exemple l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup partout, et le travail de l'homme. Et on a essayé de nous faire croire que l'intelligence artificielle allait remplacer tout, partout. La certitude, c'est qu'elle ne remplacera pas le travail de l'homme. Et en revanche, elle peut arriver en aide, en outils qui pourraient accompagner le travail de l'homme. Et donc il y a énormément d'innovations aujourd'hui qui sont tout autour et qu'on peut utiliser dans ce sens-là. On sait aussi que on a un changement climatique qui est en train de s'imposer de plus en plus. Et donc ça veut dire qu'à terme, on va devoir avoir un changement aussi de type de plantation qu'on va réaliser. Là aujourd'hui, je discutais il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un de l'ONF. Ils ont des cartes avec voilà ce qui va se passer, donc combien de temps ça va se passer, et voilà les essences qu'il faut replanter. On sait que du coup il y a plein de choses comme ça, de prospective, de vision du futur. On sait que quand on est agriculteur, on travaille par saison, on travaille sur des années, mais on va aussi travailler à planter et à retravailler sur le futur. Et moi, je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir aller. Pour préparer l'avenir. Pour préparer l'avenir et la préparer de la meilleure façon possible. Sereinement. Merci beaucoup pour toutes ces graines semées. Là, c'est ton moment. C'est toi qui dois chanter. Tu démarres ou pas ? Non, je vois que tu as la voix de Patrick Bruel en plus. Ah oui, en plus. C'est exprès. C'est Gilbert Montagnier. Moi, qui est-ce qui la connaît ? Spectatrice. On va s'aimer. Une étoile sur oh là là, le gars est trop fort, il sait tout faire. Au fond d'un train ou dans un vieux grenier, je veux découvrir ton visage. Où l'amour. Ah, magnifique. Bravo. Antoine Poupard. Nouveau métier, devenir chanteur. Voilà. Ça fait pleuvoir, il paraît. Pas quand c'est bien chanté, et là ça allait très bien. C'était juste. Merci beaucoup d'avoir suivi ce nouvel épisode. Vous pouvez le retrouver sur YouTube, sur la chaîne d'ATK, et puis évidemment retrouver tous les autres épisodes en plus de celui-ci sur toutes les plateformes d'écoute. Merci beaucoup. Salut. Merci Claire, merci Greg. Merci à vous. Salut. When you hear the rhythm, start to move.